Oh, Bédrat Hashem. Alors, avec l'aide de Dieu, on va commencer un chiour pour la Hatzlachat de la famille Cohen chez qui on est ce soir. Baruch Hashem. On voit qu'on... Le mariage, Bédrat Hashem, ta fille. La Hatzlachat pour toute la famille. Voilà, un petit bébé chez... Bonne santé pour toute la famille. Voilà. Bédrat Hashem. Tout ce qu'il faut pour tout le monde. Bédrat Hashem. Pour la réfoua de tous nos malades. Amen. Pour la réussite de tout à chacun. Bédrat Hashem. Amen. Et et aussi pour les Lunishmat de tous nos défunts. Voilà. Bédrat Hashem. On voit, ce soir, c'est un cours qui est très particulier. J'ai déjà donné le cours cette semaine à Natania. Mais il n'a pas pu être enregistré en vidéo, donc on enregistre ce soir en vidéo. Bézrat Hashem. Ah, c'est une rediffusion. Oui. Alors, Bézrat Hashem, toute interruption pour publicité sera facturée. Alors, Bézrat Hashem, on voit, hein, il faut arriver à comprendre ici qu'on est à la fin du mois de Av. On voit chaque année, il y a les questions suivantes qui se posent. La période de Ben Hametzarim, chaque année, la période de Ben Hametzarim, chaque année, tombe durant la période, d'accord, de l'été. Entre Tu peux pas, il n'y a pas mignon. Entre le 17 Tammuz. Bon, vous décidez. Il y a un montage après, non? Hein, normalement, à la fin du shiur, s'il y a minyan, on fait Kaddish. D'accord, pardon. Excusez-moi. Bon, Bézrat Hashem. Bon, en attendant, ceux qui nous regardent en direct, partagez un maximum le cours. Voilà. Bézrat Hashem. Vas-y. Il faut faire un montage. Bon, Continue. on va continuer. Bon, vous décidez là, dans le temps, le shiur, on continue, Je sais que j'accompagne. avec l'aide de Dieu. Bézrat Hashem, ceux qui nous regardent, partagez un maximum, ce cours est très important. On va parler comment lutter contre la mélancolie et la colère. Oh, comment se débarrasser de la mélancolie et la colère quand on sait que la mélancolie mène à la déprime, que la déprime mène à la dépression. D'accord? Comment arriver à lutter contre ces deux phénomènes aujourd'hui dans la société qui ont pris beaucoup trop d'importance malheureusement. D'accord? Et on voit que c'est en rapport avec la période de Av, la période de Elul et la période de Tishri. C'est justement la période durant laquelle nous sommes. Chaque année, on voit que la période de deuil, je dis bien la période de deuil, en rapport avec la destruction du premier et du deuxième temple, sans compter durant cette période le nombre de malheurs qui ont frappé le peuple d'Israël, durant cette période-là, à travers notre histoire. D'accord? On parle de l'Inquisition en Espagne ou autre. Il y a un nombre d'événements incroyables, ou encore il y a 12 ans de ça, le Guirouche de Gush Katif, qui a provoqué une véritable fracture au sein de la société israélienne. Les familles de Gush Katif jusqu'à aujourd'hui, qui sont à Nitsa, sont toujours dans le besoin. On essaye toujours de s'occuper d'eux. Baruch Hashem, on fait le maximum. Exactement. Donc il y a beaucoup d'événements, d'accord? La rave du Veldiv, etc. en France. Bref, on voit justement que chaque année, c'est durant cette période-là. Et durant cette période-là, chaque année, à quoi on est tous affairés? Où est-ce qu'on va partir en vacances? Oh. Où est-ce qu'on va kiffer? Oh. Sur quel bord de plage on va pouvoir se reposer? Oh. Chaque année, c'est durant cette période-là que les gens sont mis à l'épreuve et oublient totalement, quelque part, cette période de deuil et mettent de côté. La période de deuil, pourquoi? La période de deuil est mise de côté pour la période de l'année où les enfants sont en vacances. On est tous en vacances. On peut prendre nos congés, on peut prendre nos vacances. Oh! Et on voit, nous, justement, que c'est durant cette période-là qu'on doit se travailler réellement pour réussir à se préparer au mois de Elul. On voit que le mois de Av, c'est les initiales Av, Elul, Ba. Le mois de Elul arrive. Le Harizal explique que le mois de Av ainsi que le mois de Elul sont comparés à un lion et un loup. Que les Bnei Israël sont comparés à un agneau pris au piège entre le lion et le loup. De quoi on est en train de parler? Tout simplement, c'est pour nous expliquer que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il a deux façons d'attraper quelqu'un. Oh.
Et on voit que c'est les méthodes de chasse du lion et du loup. On va expliquer. Le lion, il chasse rarement. D'accord? Parce qu'en général, il laisse la lionne chasser pour lui. C'est typiquement masculin cette histoire. Mais bon, bref. Mais on voit quoi, en réalité? On voit justement que lorsqu'il va attraper une proie, il peut attendre des heures, voire des jours, jusqu'à achever sa proie. Jusqu'à la mettre à mort. La garder sous la main. La gripper, lui donner l'impression qu'elle peut vivre, lui donner l'impression qu'elle est encore en paix avec le lion, et puis au moment où il veut le lion, mettre fin à sa vie. Il l'attrape, il la met au piège. On voit que le loup, il peut traquer sa proie pendant des semaines, des mois, et il va attendre le moment opportun de le prendre par surprise pour lui sauter à la gorge et mettre sa proie à mort dès les premiers instants. Et la déchiqueter dans tous les sens. Et on voit que le lion, comme le loup, lorsqu'ils dévorent leur proie, ils déchiquetent leur proie. À quoi ça ressemble au Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il a deux méthodes. La méthode suivante, le Yetzer Hara, il va vous laisser mettre en place dans votre vie des situations qui vont à un moment donné vous pousser à la faute. Et dans ces situations-là, vous allez croire que vous êtes en train de réussir. Vous allez croire que tout ce que vous faites, c'est fantastique, c'est très très bien. Vous allez croire que tout est en train de s'arranger pour vous. Et puis d'un seul coup, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, la situation dans laquelle vous êtes retrouvé, elle prend une autre dimension. Alors ça peut être quelqu'un, par exemple, qui va prendre un local commercial. Lorsqu'il le prend au début, il est content, il a du travail, tout va bien. Et puis d'un seul coup, le propriétaire, au bout de la première année de location, il lui dit « Bon, maintenant, tu as développé ton business, on va te tripler ton loyer. Oh. Légal, pas légal, avocat, pas avocat. Combien de soucis ça peut devenir, cette histoire ?» Mais qui t'a dit que c'était bien de prendre ce local et de faire ce commerce ici? Combien de temps ça allait te prendre? Sur ta avodat Hashem, sur ton temps de prière, sur ton temps d'étude, de te concentrer que sur ton business, que sur ton affaire. Yetzer Hara, il t'attrape. Et là, c'est le lion qui est en train de t'attraper. Et à un moment donné, le lion te met à mort. Et de l'autre côté, il y a d'autres situations où d'un seul coup, il y a un problème qui se pose et la personne, tout de suite, elle vous met en colère. Ou tout de suite, elle vous met dans une situation où vous allez vous déprimer, vous n'allez pas vous sentir bien de la situation dans laquelle vous êtes. Et là, d'un seul coup, vous vous sentez mal. Et là, c'est le loup qui est en train de vous attraper, c'est Yetzer Hara. La période de Av et de Elul, c'est exactement cette période-là, où les gens sont en train de s'endormir, parce que justement, c'est l'été qu'on veut profiter. On oublie qu'on doit se préparer à Rosh Hashanah, on oublie qu'on doit se préparer à Kippour, on oublie qu'on doit se préparer, on oublie que Moshe Rabbeinu, il est monté 3 fois sur le Har Sinaï. Tout le monde pense qu'il est monté que 2 fois. La première fois, pour recevoir les premières tables de la loi, il redescend, c'est le jour du 17 Tammuz, qu'est-ce qui se passe? La faute des Bnei Israël, ils sont en train de faire la faute du veau d'or. Les tables de la loi sont brisées. Moshe Rabbeinu va remonter quelques jours plus tard, d'accord, tout simplement, pour demander à Kadosh Baruch pendant 40 jours et 40 nuits de pardonner aux Bnei Israël leurs fautes. Et lorsqu'il va redescendre, ils vont célébrer Kippour. Et après, une fois qu'il célèbre Kippour, il va remonter une 3e fois et là, il va demander, il va recevoir les 2e tables de la loi. Il y a cette période-là où nous, on est là, on doit se préparer. Il faut savoir que lorsque les musulmans, ils ont les 40 jours de jeûne, d'accord, durant la période du Ramadan, qui dans leur calendrier, comme c'est un calendrier qui n'est que lunaire, d'accord, ça tombe pas vraiment à la même période. Le calendrier grégorien, il n'est que solaire. Le calendrier hébraïque, il est solaire et lunaire. Raison pour laquelle, quand on voit les dates hébraïques, chaque saison ici en Israël commence exactement à la date du mois en question. Chaque année. Malgré les perturbations climatiques. C'est quand même intéressant. On voit en réalité tout simplement que nous, qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Au lieu de se préparer à cette période comme il se doit, on est pris au piège. On pense aux vacances, on pense à la rentrée scolaire, on pense à tout ce qu'on doit préparer. On ne pense pas une minute à sa avodat Hashem. Pas une minute, on n'a pas le temps pour ça. Pas le temps. Et par rapport à ça, justement, on voit que il y a un point très important durant cette période-là.
pour ne pas baisser de niveau, pour au contraire arriver à s'élever, c'est de ne pas rater son rendez-vous avec la tefila. De ne pas rater son rendez-vous avec la tefila 3 fois par jour, shacharit, mincha, arvit, avec minyan, baruch Hashem, c'est quelque chose d'important. Et justement, quand on est en vacances, il faut savoir que les gens se disent en vacances, on peut se coucher tard, 2h, 3h du matin, d'accord? Et puis là, durant la période des vacances, chaque année, c'est le mois de Elul, c'est très bientôt, d'accord? Rosh Chodesh, c'est le 23 août, d'accord? Donc on voit quoi? On voit que sur la fin de la période de vacances, on va déjà commencer les slichot. Alors on va avoir des jeunes ou des personnes, on sait qu'à partir de Chatzot Laïla, à la minuit, selon le calendrier hébraïque, on peut commencer à faire des slichot. Donc ils vont aller au milieu de la nuit, ils sont en train de s'amuser et de se détendre. Après, au milieu de la nuit, ils vont faire les slichot dans une synagogue, tous se retrouver pour faire les prières. Mais après les slichot, qu'est-ce qu'ils vont faire? On est au milieu de la nuit. Est-ce qu'ils vont aller en boîte de nuit? Est-ce qu'ils vont aller dans un bar? Ou est-ce qu'ils vont chercher à étudier? Ou est-ce qu'ils vont se coucher pour se lever le matin à la tefila? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces jeunes-là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu es en train de faire tes slichot? On voit que nous, les Sfaradim, à partir du lendemain de Rosh Chodesh Elul, on commence à faire les slichot. Nos frères Ashkenazim, selon les coutumes, il y en a qui vont commencer 10 jours avant Rosh Hashanah, d'autres une semaine avant Rosh Hashanah, d'autres qui vont faire entre Rosh Hashanah et Kippour. D'accord? Mais en réalité, nous, les Sfaradim, peut-être qu'on a plus de choses à se faire pardonner. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, à partir du lendemain de Rosh Chodesh, on fait les slichot. Le Harizal suivait la coutume séfarade concernant les slichot. Parce que c'est durant cette période-là de Elul, Ani les Dodi et Dodili. Ce sont les initiales du mois de Elul. Je suis pour ma bien-aimée et ma bien-aimée est pour moi. Dieu, durant le mois de Elul, il descend dans ce monde, il nous dit faites Teshuvah. C'est la période de l'année la plus importante pour la Teshuvah. Oh. Et on doit s'y préparer. Donc quand on est en vacances au mois de Av, qu'est-ce qu'on doit faire? Cette fille-là, ne pas aller se coucher tard le soir. Au contraire, même quand on est marié, quand on a des enfants en bas âge. D'accord? Les parents, ils laissent les enfants dormir le soir. Et après, eux, ils vont se coucher tard. D'accord? Ils vont manger tard. Ils vont se lever tard. Mais Ribono Shel Olam, il faut bien arriver à comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a créé le corps humain pour vivre la journée, le jour, pas la nuit. L'homme n'est pas un animal nocturne. Il ne peut pas vivre la nuit. On voit les gens qui travaillent la nuit, qui vivent la nuit, ont une santé en piètre état. Leur santé n'est pas bonne. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on voit que le corps, dépassé une certaine heure, en fonction de l'heure du lever du jour, entre 21h et 23h, le corps, au niveau de ses glandes, au niveau de son organisme, se met en repos même quand on est encore éveillé. Si je vais consommer un aliment après 21h, après 23h, mon corps est incapable d'identifier les éléments, les glucides, les lipides, les protéines qu'il y a dans la nourriture et va tout stocker, tout mettre de côté. Et on est en train d'emmagasiner du gras partout dans le corps, dans les artères. On met notre vie en danger. On voit qu'aujourd'hui les nutritionnistes rapportent qu'il sera bon, quand on se lève le matin, oui, de commencer sa journée en buvant de l'eau et d'attendre au moins 1 heure avant de prendre son petit déjeuner. C'est intéressant. La halakha nous dit quoi? Al-pi halakha, quand on se lève le matin, on a fait netilat, on fait les brachot du matin, etc. On dit qu'avant la tefila, on a le droit de boire de l'eau. On peut boire de l'eau, on boit de l'eau. Mais après, le temps de faire notre tefila, c'est au moins 1 heure. Et après la tefila, on prendra le petit déjeuner. Oh, si cette halakha, on la respecte, déjà notre santé, Baruch Hashem, elle peut être dans un meilleur état. Deuxièmement, il est rapporté par les poskim qu'une personne adulte doit dormir entre 6 heures et 8 heures par nuit en fonction de son métabolisme. C'est rapporté par les poskim. Donc on a besoin de 6 heures de suite, de 8 heures de suite. Pas de je dors 1 heure là, 2 heures là, 3 heures là. Pas j'ai dormi 2 heures. Je suis en train de détruire les cellules de mon cerveau, les cellules de mon corps. D'accord? Tous les neurones qui sont dans toutes les cellules nerveuses à travers tout le corps, les neurones, il n'y en a pas uniquement dans le cerveau. D'accord? Je suis en train de faire vieillir mon corps encore plus rapidement. Ribono Shel Olam, c'est expliqué dans la Gemara. C'est expliqué dans nos livres qui ont été rédigés il y a à peu près de ça 2000 ans. Et nous, on fait quoi? On fait la fiesta. On se couche tard, on mange la nuit. On mange pas la journée. La nuit!
La nuit, on a besoin de se détendre. La nuit, on a besoin de sortir et de s'amuser, et de boire de l'alcool, et de regarder les films, etc., etc. Et on ne réalise même pas qu'est-ce qu'on est en train de s'infliger. C'est une catastrophe. Quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie et qui veut faire du sport en parallèle, au lieu de renforcer son corps, il va prendre la masse musculaire, mais il va affaiblir toute son ossature. Et quand il va arriver à l'âge de 40 ans, aïe aïe aïe, le mal de dos ici et la sciatique là, etc., etc. Comment faire les choses? On voit en réalité, justement, que durant cette période-là, il est important de consacrer du temps à la tfila, période de Av, surtout la période de Elul, de consacrer du temps à la tfila, surtout durant les vacances. Justement, durant les vacances, les enfants, ils n'ont pas classe. Donc on a tout notre temps, nous les hommes, d'aller à la synagogue le matin à la tfila, de revenir et de prendre un petit déjeuner avec notre femme et nos enfants, après la tfila, et de les emmener tôt à la plage. Vous savez, c'est quoi le kiff d'aller tôt à la plage? Tous ceux qui ont fait des nuits blanches et qui vont à la première heure à la plage, quel kiff, il n'y a personne. Le sable, il est fin, il est propre, c'est magnifique. L'eau, elle est claire, c'est extraordinaire. Fais ça. Et les Russes. Va à ta tfila. Ouais. Je sais pas, moi, je vais à la plage là où il n'y a pas trop de... Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on voit en réalité... Hein? On voit quoi? On voit en réalité, Baruch Hashem, que à partir du moment où on prend sur soi d'avoir un bon rythme de vie, on voit que le propre du Ham Israël et le propre de la Torah, c'est d'adopter un rythme de vie. D'adopter un bon rythme de vie, c'est déjà 80% de votre teshuva, elle est facilitée. Parce que tout est beaucoup plus facile. On arrive à mieux se concentrer dans ce qu'on fait. On arrive à mieux réfléchir. On arrive à mieux penser. On arrive le matin, lorsqu'on se lève, tout simplement, et qu'on a une bonne nuit de sommeil, à mieux se lever de son lit, à mieux se plier, à mieux se baisser, plier, etc. Vous connaissez ces gens aujourd'hui, malheureusement, quand ils arrivent à l'âge de 35 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, et qu'ils ont du mal à mettre leurs chaussures. Ah, alors ils achètent les grands chausse-pieds. Oui, tout long, pour rester debout quand ils mettent leurs chaussures. Ou qui ont mal au tendon d'Achille et autres. Malheureusement, combien de personnes comme ça autour de nous? Par rapport à ça, justement, on voit que c'est la première chose. Le premier Hénan. Le Hénan de la Tfila et de se renforcer durant cette période-là. Après, par rapport à cela, on voit Baruch Hashem que durant la période de Elul, justement, quand on va venir et qu'on va faire les slichot, c'est pas faire les slichot et puis c'est tout. C'est pas j'arrive à Rosh Hashanah et je me réjouis, j'arrive à Kippour et je pleure et après je reprends mon année. C'est réellement me mettre dans une dynamique d'une véritable teshuva pour me remettre en question. C'est à cela que servent les slichot. Donc si je vais faire mes slichot, je me remets en question. Sur quoi j'ai besoin de me remettre en question? Il est rapporté dans la Gemara Masechet Souka, dans la dernière page, Nunvav Amoudbet, une histoire troublante. L'histoire de Myriam Bat Bilga. Justement, on est chez des Kohanim. Ça concerne les familles des Kohanim à l'époque du Beth Amikdash. On voit en réalité que Myriam Bat Bilga, à l'époque du premier temple, lorsque les Gréco-Assyriens sont venus assiéger Israël, elle a épousé un Grec. Et lorsque les Grecs sont rentrés avec les hellénistes, donc on rappelle les hellénistes, ce sont des juifs réformistes qui ont voulu introduire la philosophie d'Alexandre le Grand et des Grecs dans le judaïsme. D'accord? Donc, on voit en réalité des rabbinim qui parlent de Socrate et Aristote dans leur cours de Torah, ils sont pas loin des hellénistes. D'accord? Donc on voit quoi en réalité? On voit tout simplement que à partir du moment où ils ont voulu introduire tous ces inyanim là en plus des pratiques idolâtres, elle, quand ils sont rentrés les Grecs avec ces hellénistes dans le Beth Amikdash, elle est rentrée avec eux. Elle s'est tenue debout sur l'autel des sacrifices dans le temple. Elle a frappé du talon sur le stade des sacrifices. Elle a dit à Dieu, Lou, Lou. En grec, locus, locus. D'accord? Elle lui a dit, Lou, Lou, jusqu'à quand tu vas venir prendre tout l'argent des Israël pour qu'ils soient obligés de te faire des sacrifices sur ton autel de sacrifice? Bon.
Mais ils ont continué à demander à tout le monde à faire des sacrifices dans le temple. Hein. Ils ont imposé des impôts. Hein. D'accord? Encore pire que ce qui existait avant. Et on rappelle, au niveau des sacrifices, que le pauvre, quand il apporte un sacrifice, c'est en fonction de ses moyens. Oui, chacun en fonction de ses moyens. Celui qui est riche, il va rapporter un bœuf. Celui qui a moyennement de sa vie, il pouvait apporter une tourterelle. D'accord? Et puis il y avait d'autres qui pouvaient apporter tout simplement un mélange d'œufs et de farine, etc. Donc on voit que chacun, par rapport à son niveau, il pouvait apporter le sacrifice par rapport à ses moyens, tout simplement. Elle est venue, elle a parlé comme ça. Lorsque les Maccabim vont récupérer le Beth Amikdash, après avoir lutté contre une armée gigantissime, d'accord? Ils ont récupéré le Beth Amikdash. Le Sanhédrin qui va se remettre en place, lorsqu'ils apprennent ces événements-là, décide de sanctionner la famille de Bilga, le père de Myriam. Alors il y a deux avis qui sont donnés dans la Gemara. On voit que quand on rentrait dans le Beth Amikdash, il y avait une grande cour. Il y avait l'entrée au nord et la sortie au sud. L'entrée au nord, elle a appelé au nom de Yeshavav, le frère de Bilga. Et la sortie au sud, elle a appelé au nom de Bilga. D'accord? Qui étaient les deux grandes familles Kohanim qui s'occupaient des sacrifices dans le Beth Amikdash. Et on voit qu'ils ont rapporté que la fenêtre qui était au-dessus de la sortie, ils l'ont bouchée. D'accord? Ça, c'est un avis qui est rapporté. Et tout simplement, on dit que c'est à partir de ce moment-là que ces entrées ont pris ces noms-là. Pourquoi? Parce que l'entrée qui était au nord était à côté de l'endroit où on faisait les sacrifices pour montrer que c'était un endroit important, le Beth Amikdash. On rentrait par l'endroit où on voyait tout le monde faire les sacrifices. Et la sortie qui était au loin, c'était la sortie la moins importante, donc au nom de Bilga. Mais il est rapporté en plus que lorsque la famille de Bilga, toute la famille de Bilga, devait avoir un tour de garde pour faire des sacrifices, on leur annulait leur tour de garde, on leur retardait leur tour de garde pour donner le mérite à la famille de Yeshavav, le frère de Bilga, de prendre ces tours de garde et de faire eux toutes les mitzvot en rapport avec les sacrifices dans le Beth Amikdash. On dit, voilà, la question qu'on pose, donc on enlève du mérite à Bilga. On dit, la question qu'on a posée, c'est comment se fait-il, à cause de la faute d'une fille qui est mariée, comment se fait-il qu'on punit le père et toute la famille? Oui. Là-bas, il a rapporté dans la Gemara une phrase célèbre qui est rapportée dans Baba Kama, Baba Metzia, dans Kiddushin, dans beaucoup d'endroits. C'est rapporté comme ça, Shuta deinuka beshuka, miabaou meime. Ça veut dire, une parole qui est prononcée par un enfant en public, il a entendu de son père, ou de sa mère, ou de son père et de sa mère. Ça veut dire que si Myriam Bat Bilga a critiqué le service des sacrifices au sein du temple, c'est qu'elle a entendu à la maison son père critiquer le service des sacrifices. Mal parler des choses. Et parce qu'il n'a pas su parler positivement, sa fille est arrivée au stade, justement, d'aller épouser un idolâtre et de se rebeller contre son propre peuple et de rentrer dans le Beth Amikdash avec des gens qui sont venus, on le rappellera, qui ont massacré l'endroit. Sans parler des Juifs qui étaient sur place et des Kohanim qui étaient sur place, ils les ont tous tués. Tous ceux qui refusaient de passer au système helléniste. Donc on voit en réalité, tout simplement, on apprend quoi de là? On apprend combien il est important, au sein d'une famille, notre façon de nous adresser la parole les uns vis-à-vis des autres. Le mari avec sa femme, lorsque les parents doivent parler d'éducation des enfants, même lorsqu'ils sont adultes, ils doivent d'abord se mettre d'accord entre eux, entre quatre yeux, discuter entre eux. Et puis après, une fois qu'ils ont échangé et opté pour le dialogue à avoir face aux enfants, parler d'une seule voix face à leurs enfants. Pour permettre aux enfants de se construire, on rapporte que David Améler, son fils Avshalom s'est rebellé contre lui. Alors on sait qu'il y a eu Etzat Achitophel, le Rosh Sanhédrin, le président du Sanhédrin de l'époque, qui était Achitophel, qui lui a dit « Tu seras un plus grand tzaddik que ton père sort ». Mais la mère de Avshalom passait son temps à critiquer David. Donc Avshalom, depuis qu'il était tout petit, il a vu une mère critiquer son père en permanence. Donc le jour où Achitophel lui a dit « T'es un plus grand tzaddik que ton père », il n'a même pas remis en question ce que lui disait Achitophel. Il a entendu toute sa vie sa mère critiquer son père. On voit en réalité que le meilleur moyen, justement, de lutter contre la mélancolie, de lutter contre la colère, c'est justement d'arriver à établir un dialogue dans le foyer entre le mari et la femme. On rapporte que aujourd'hui,
un des points qui empêche totalement les tfilotes de monter dans le ciel, qui empêche totalement la Géoula, la délivrance d'arriver, c'est le Lachon Hara, le Motzi Shem Ra. D'accord? La médisance, la diffamation. C'est aujourd'hui ce qui empêche la délivrance d'arriver. Et on doit commencer au sein d'une famille. Oh, le mari et la femme, les parents avec les enfants. C'est là que ça doit commencer, c'est là que la Géoula doit commencer. Le point sur lequel il faut véritablement faire teshuva, c'est là-dessus. Maintenant, on voit quoi? On voit justement comment on arrive à ces choses-là. Alors on voit tout simplement que dans la vie, chaque chose, chaque point sur lequel nous devons prendre une décision, c'est une négociation de chaque instant. La vie, c'est une négociation. En permanence. En permanence. Combien aujourd'hui, je connais de personnes qui sont grands-parents? Combien de personnes je connais malheureusement qui ont divorcé au bout de 20 ans, 25 ans, 30 ans de mariage? Et qui voient leurs propres enfants reproduire leurs propres erreurs parce que les enfants ont grandi dans un couple conflictuel. Donc le rapport qu'ils ont dans leur propre mariage après leurs enfants avec leur mari et leur femme, ce n'est que le conflit. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discours, il n'y a rien. Il y a la critique en permanence et on voit qu'à la fin les enfants ne suivent pas le chemin des parents. Comment faire pour arriver tout simplement à établir un tel discours au sein du foyer? Ah, c'est intéressant. Alors c'est simple. À l'université de Harvard, hein? Non. Ils ont étudié en long et en large tout le système de négociation commerciale. On a fait l'expérience en Israël de mettre au point ces études-là dans le cadre familial, dans les tribunaux rabbiniques. D'accord? On transpose les négociations commerciales, le modèle de la négociation commerciale, comment elle doit être faite, et on explique ces règles-là aux conjoints. Et vous savez quoi, dans la majeure partie des cas, on arrive au Shlom Bayit. Pourquoi? Si moi j'ai besoin de demander quelque chose à quelqu'un dans le foyer, j'ai besoin, moi en tant que père, que ma femme, en tant qu'épouse, appuie ma décision, appuie ma demande. J'ai besoin de discuter avec elle. Si elle n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, comment je fais? Tout simplement, je discute avec elle pour essayer de comprendre sur quelle valeur d'échelle morale elle se repose pour me dire qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Est-ce que c'est par rapport à la religion, la Torah, la halakha, l'éducation qu'elle a reçue, des craintes qu'elle a ou quoi que ce soit? Je suis disposé à écouter. Peut-être que j'ai tort. Qui a dit que j'ai raison? J'ai peut-être tort. Bien, je l'écoute. Et je la laisse m'expliquer et parler. Quand on laisse la personne parler et expliquer les choses et qu'on lui donne véritablement l'impression qu'on s'intéresse à ce qu'elle est en train de dire, on a déjà 90% de chances d'arriver, dans le cas où elle a tort, à réussir à lui faire changer d'avis. Parce qu'on a pris le temps de l'écouter. Dans la majeure partie des cas, quand on pense avoir raison, est-ce qu'on prend le temps, est-ce qu'on a la patience d'écouter l'autre jusqu'à la fin de ses phrases? Est-ce qu'on a la patience de laisser l'autre finir ses phrases? Donc on voit en réalité que ça, c'est premièrement. Laisser parler l'autre, être à son écoute. Essayez de comprendre quels sont les intérêts de l'autre, les intérêts de ma femme dans cette histoire. D'accord? Qu'est-ce qu'elle veut en réalité? Et peut-être que entre ce dont elle a besoin et ce qu'elle veut, il y a un monde. Pourquoi? On va donner un exemple. Vous savez, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des parents, c'est des parents poules. Ils ont des enfants à la maison, mais ils ne vont pas demander à leurs enfants de 13-14 ans, surtout pendant les vacances, d'aller faire les courses, d'aider à la maison, de faire le ménage. Les pauvres, ils sont en vacances, il faut les aider, il faut les laisser. Mais de l'autre côté, on voit tout simplement que dans un premier temps, les parents, on voit dans un premier temps justement que les parents, la mère elle est fatiguée. De quoi elle a besoin réellement? D'avoir une aide dans le foyer, une aide dans la maison. Mais si elle ne demande pas à ses enfants, et lorsque le mari vient, il dit aux enfants, oh, aidez votre mère, et que la mère est soumise, laisse les enfants tranquilles au milieu. Il y a ce qu'elle veut, le bien-être de ses enfants, mais il y a ses besoins de l'autre côté. Il faut arriver à discuter. Et puis, arriver à discuter avec les enfants sans les gronder, sans crier, en leur expliquant, en parlant. Mais si les deux parents se mettent d'accord, ça devient une réalité et ça devient une valeur universelle pour les enfants au sein du foyer
qu'il est nécessaire pour eux aussi d'aider les parents. Et ça devient normal après. Quand un enfant va lui dire va acheter le pain ou le lait à l'épicerie du coin, c'est normal. C'est pas pourquoi moi et pourquoi pas l'autre. Non, c'est normal, chacun son tour, c'est normal. Quand il y a un discours, les deux ensemble. On voit ça, c'est premièrement. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et à travers cela, justement, pensez aussi à des solutions de rechange. C'est-à-dire que si réellement les enfants voient que ça peut les briser ou les casser, parce que des fois on peut avoir certains enfants problématiques, d'accord, ben, trouvez une autre solution, quelqu'un qui pourrait aider, d'accord. Alors une belle-mère, une mère, les grands-mères, ça sert des fois, oui, ou une aide à la maison, quelqu'un. Donc des solutions de rechange, mais pour arriver à concrétiser et à avoir réellement une véritable osmose dans le foyer, à travers une véritable discussion. Et à travers cette discussion et à travers ces discours-là, même si on prend une aide étrangère à la maison, arrive à un moment donné où même les enfants d'eux-mêmes comprennent que si on fait venir quelqu'un d'autre, quelqu'un d'étranger à la maison pour aider, c'est qu'il y a besoin d'aider. Et d'eux-mêmes, ils vont se mettre à aider. Oh, c'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour ça, il faut que l'autre soit prêt à écouter. Oh. L'autre, quand il n'est pas prêt à écouter, c'est tout simplement parce que soit il estime qu'il a totalement raison, et ça, c'est très compliqué, soit tout simplement, il estime que, et dans la majeure partie du temps, quand quelqu'un se met sur la position de dire j'ai raison dans son couple, c'est tout simplement parce qu'il a l'impression qu'on ne le considère pas, qu'on ne prend pas ce qu'il est en train de dire au sérieux, ou qu'on ne lui donne pas le kavod qu'il mérite. Quand on voit un père de famille qui travaille toute la journée, qui travaille dur, qui fait des longues journées, parce que là, ici on est entre hommes, et quand il rentre à la maison, il n'y a même pas un bonjour, c'est tout de suite, t'étais pas là, t'as pas fait les enfants et ceci, cela, comment il se sent le mari? Oh. Quand on voit tout simplement un mari rentre à la maison, en ayant fait les courses, il a fait toutes les courses, et puis quand il a rangé les courses, la femme elle est énervée, t'as pas rangé dans les bonnes étagères comme il faut, elle sort les courses énervée, elle les jette sur le plan de la cuisine, énervée. C'est pas énervant? Ou elle fait un reproche? Quand même. Oui ou non? C'est-à-dire quand l'autre se bloque et est fermé et ne veut pas nous écouter, il faut nous remettre en question et revoir notre comportement. Il faut adapter notre comportement à l'autre et le réviser totalement. On voit à Baruch Hashem qu'un des points les plus importants, et on ne l'oubliera pas, c'est que pour accéder à l'Ekeoula, c'est rapporté dans la Gemara, qu'un des points importants, c'est l'unité, au sein du clan d'Israël. Mais l'unité, elle doit commencer au sein du foyer. Foyer conjugal, foyer familial. Pour arriver à ça, on a besoin d'établir le dialogue. Le dialogue entre les parents, le dialogue avec les enfants. Il faut que les enfants se sentent appartenir au foyer. Donc il faut qu'ils participent aux décisions de la maison. Une fois que les parents ont pris leurs décisions, qu'ils fassent participer les enfants, qu'ils leur expliquent les décisions qu'ils ont prises. Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à mettre en place ces quelques petits conseils. Et ces points-là, je peux vous assurer, ça semble totalement anodin. Je sais que c'est facile à dire, plus compliqué à mettre en place. Mais lorsque ces points-là commencent à être mis en place dans le foyer, ça donne plus de réchec, plus de désir à un mari d'aller à la synagogue et de prier à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il rentre et qu'il voit que sa femme le respecte. Ça donne plus de désir à une femme d'allumer les nérotes du Shabbat, de faire plaisir à son mari, parce qu'elle voit qu'elle est respectée aussi, parce qu'ils se sentent écoutés l'un et l'autre, oui. Ça fait un coup à nos femmes, tout ça. Pardon? Leur dire que ça fait un coup à nos femmes. C'est sur Internet, il y a des hommes et des femmes, mais les hommes aussi ont besoin d'entendre ces choses-là. D'accord? Peut-être moins nous que toi. Bezrat Hashem. Toi, tu as encore bétri la tête derrière. Bah oui. Écoute les conseils des anciens. Bezrat Hashem. Ouais. On peut te faire gagner beaucoup de temps avec ces petits conseils. Bezrat Hashem. Donc on voit, hein, c'est un jeune marié. Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, justement? On voit justement que c'est des points qui sont extrêmement importants, Bezrat Hashem. D'accord? Bien entendu, bon, alors, on va... Bezrat Hashem, on voit que, pour terminer, tout simplement, que, au-delà du fait de se dire, parce que souvent on a des gens qui baissent les bras, qui disent « j'ai pas choisi le bon conjoint ». D'accord? J'ai pas choisi le bon conjoint, j'ai pas choisi la bonne personne,
il faut savoir une chose extraordinaire. La personne avec qui on est marié, on peut construire son mazal avec elle à partir du moment où on est marié avec elle. Ça, c'est premièrement. Et c'est un travail de chaque jour et de chaque instant. Et de commencer à dire j'ai pas épousé la bonne personne, je suis pas heureux dans ma vie, c'est un choix. Tu fais le choix d'être heureux ou malheureux, c'est un choix que tu fais. Tu fais le choix de jeter l'éponge ou de lutter, de te battre pour obtenir ce dont tu as besoin dans ta vie. Bezrat Hashem. C'est un choix de chaque instant. Bezrat Hashem. Donc de ce fait, ou encore les méthodes de dire on peut pardonner mais pas oublier, c'est le meilleur moyen de mettre dans le marsan, dans l'entrepôt à problème, les soucis de côté, que le jour où on a la moindre dispute, tout ressort. Comme un ressort. D'accord? Et ça nous explose à la figure. Réellement, Bezrat Hashem, on voit que, avec l'aide de Dieu, je souhaite ici à Rabbi Avraham et à toute la famille de réussir dans toutes vos entreprises, Bezrat Hashem. La famille Cohen, c'est un mérite pour un petit Ishaï de bénir les Kohanim. Bezrat Hashem. Qu'il y ait beaucoup de bracha, beaucoup de lumière dans cette maison, Bezrat Hashem, pour toi, tes enfants, ton foyer, pour toute la famille, Baruch Hashem, même pour les enfants adoptifs dont je fais partie. Baruch Hashem. Et que, Bezrat Hashem, qu'on ait beaucoup de bonheur et qu'on se voit tous que dans les smachot, à commencer Bezrat Hashem cette année à Rosh Hashanah au Bet Amikdash. Que ça, c'est un vrai kiff. Amen, Ken Yiratzon. Bonne soirée à tous.